Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le mardi 9 juin 2020, bienvenue dans À l'air libre. Salut Mathieu, de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? Dans la deuxième partie d'À l'air libre, entretien Valentine avec Mark Bray, universitaire américain spécialiste de l'antifascisme et des groupes suprémacistes aux États-Unis, qui se mobilise actuellement en réaction aux manifestations contre les violences policières, des groupes d'extrême droite encouragés par la rhétorique va-t-en-guerre de Donald Trump. Et on parle aussi de violences policières dans la première partie. On revient sur les annonces de Christophe Castaner et le dernier rapport de l'IGPN avec Pascal Pasquariello. On revient sur la préparation de la manifestation de samedi avec Camille Polony et sur la réponse de la gauche face aux violences policières avec le député insoumis Ugo Bernalicis. Et puis direction l'Inde pour parler du Covid-19. Et oui, ce n'est pas tout à fait derrière nous. Une application de traçage inquiète là-bas à cause de son opacité et de sa collecte des données personnelles. Ensuite, il y aura de la musique avec Mehdi qui joue pour nous un de ses tubes, Should Be a DJ. À l'air libre, numéro 56, c'est parti. George Floyd a été inhumé ce soir à Houston, au Texas, aux États-Unis, 2 semaines après sa mort au cours d'une interpellation par un policier aujourd'hui inculpé d'homicide volontaire. Son histoire a soulevé à nouveau la question des violences policières, ici en France, avec plusieurs manifestations, notamment à l'initiative du collectif Adama. Pourtant, les autorités sont restées silencieuses des jours durant. Alors qu'une nouvelle manifestation contre les violences policières est annoncée samedi, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a fini par donner une conférence de presse hier sur, je cite, « la question du racisme et de la mise en cause des forces de l'ordre ». Les mots de l'invitation envoyés aux journalistes ont été bien choisis. Pour en discuter, j'accueille dans cette même pièce à bonne distance 2 journalistes de la rédaction de Mediapart, Camille Polony. Salut Camille. Salut Valentine. Et Pascal Pasquariello. Salut Pascal. Salut. Alors dans cette conférence de presse, je relève surtout une annonce qu'on écoute. La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Alors, la méthode de l'étranglement est abandonnée. Pascal, est-ce que c'est assez ? Et que dire du plaquage ventral qui semble être à l'origine de la mort d'Adama Traoré ou encore de Cédric Chouviat dont tu avais parlé en début d'année ? Ça a été la seule annonce qui a été faite sans que soit d'ailleurs prononcée. Elle est interdite à l'heure d'aujourd'hui. Et effectivement, rien n'a été dit ici sur le plaquage ventral, alors que ça avait été demandé par la famille de Cédric Chouviat, que ce soit interdit. Aucun mot n'a été prononcé à ce sujet. Et finalement, toute cette conférence a été beaucoup plus un exercice de communication pour essayer un peu d'apaiser les manifestations, en tout cas les futures manifestations qui sont prévues, notamment samedi. C'est beaucoup plus, je pense, de la communication, notamment rien n'a été dit, et ça je laisserai Camille en parler, rien n'a été dit sur les contrôles d'identité abusifs et discriminatoires, par exemple. Alors, on va y revenir justement à ces contrôles. En préambule, Christophe Castaner a condamné les actes de policiers blancs qui ont, en l'interpellant, tué un homme noir, George Floyd, aux États-Unis, tout en différenciant scrupuleusement la police américaine de la police française. Nous ne cesserons de défendre l'honneur des forces de l'ordre. Nous ne cesserons de les défendre face aux coups et aux insultes, face aux amalgames et aux slogans orduriers. Policiers et gendarmes sont les gardiens de notre République. Ils sont les garants de notre sécurité du quotidien. Il n'y a pas d'institution raciste ou de violence ciblée. Alors, pas d'institution raciste ou de violence ciblée. Est-ce qu'il faut s'étonner de cette déclaration de Christophe Castaner ? C'est un nouveau déni des violences policières. Et concernant le racisme, Camille, on va dire un mot bien plus grand que moi, mais il me semble que c'est évidemment un racisme institutionnel. D'ailleurs, oui, Camille, justement, là, quand il dit pas d'institution raciste ou de violence ciblée, compte tenu notamment, par exemple, de ce que tu as publié en début de semaine sur les groupes de parole, enfin les groupes WhatsApp dans lesquels les propos de policiers racistes et autres pouvaient être lus. Comment interpréter ça ? C'est un déni ? C'est quoi ? Je crois qu'on peut l'interpréter comme un déni, mais aussi comme la continuité de ce que des ministres de l'Intérieur précédents ont dit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'interprétation de ces faits-là, de ces faits démontrés de propos racistes, comme
le fait de brebis galeuses dans la police, hein, ce qui est exactement ce que l'avocate du policier qui avait dénoncé les faits de Rouen, sur lesquels on a publié un article, voulait éviter, c'est-à-dire ni mettre en cause les policiers dans leur totalité en tant qu'individus racistes, ni les traiter comme des brebis galeuses qui seraient finalement une infime minorité. Il faut aussi se pencher sur les biais racistes d'une institution, sur des pratiques institutionnalisées, sur les contrôles d'identité au faciès qui sont discriminatoires, et ce de manière démontrée et documentée depuis des années par différentes études. En refusant de se pencher là-dessus, en fait, on ne voit qu'une partie du problème, qui serait les individus racistes au sein de la police nationale, mais pas ce que l'institution peut produire comme racisme dans la société. Alors justement, à propos du racisme, je voudrais qu'on écoute un tout dernier extrait de la conférence de presse de Christophe Castaner, où il évoque cette question, et on parlera ensuite des contrôles de police au faciès. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Je veux également que les procédures disciplinaires soient toujours engagées en parallèle des procédures pénales. J'ai donc décidé d'adresser une instruction à tous les services de police et de gendarmerie afin de rappeler le cadre des contrôles d'identité et de veiller à ce qu'il ne soit jamais le paravent des discriminations. Alors, 29 secondes où il y a énormément de choses, selon moi. Une suspension systématique, ce n'était pas déjà le cas, Pascal? C'est-à-dire que normalement, et là c'est le cas dont parlait Camille, hein, de Rouen, il y avait une enquête administrative, et dans le cadre d'une enquête administrative, on peut, qu'il s'agisse de faits racistes ou de violences policières, on peut suspendre le temps de l'enquête judiciaire le policier. En l'occurrence, les cas sont très rares où il y a une suspension dans l'attente des résultats de l'enquête judiciaire de policiers. Il se trouve que finalement, les cas les plus fréquents sont lorsque les policiers mettent, entre guillemets, en danger l'institution, c'est-à-dire qu'ils dénoncent, par exemple, la politique du chiffre ou les violences policières ou le racisme. C'est plutôt ça qui est le plus fréquent. Dans ce cas-là, ils sont systématiquement suspendus. Ensuite, quand il dit s'il y a un soupçon avéré, mais c'est quoi concrètement un soupçon avéré? C'est quoi un soupçon avéré? Un soupçon, c'est un doute, quoi. Un soupçon avéré, c'est des faits. C'est compliqué de comprendre ce que Christophe Castaner a voulu dire, d'autant qu'il s'est contredit par la suite, hein, puisqu'il a essayé d'abord de faire expliquer par Laurent Nunez hier soir ce qu'il voulait dire par là, et ensuite il est revenu là-dessus ce matin en disant oui, non, en fait, quand le soupçon sera avéré, donc quand ce sera sûr, après l'enquête administrative. Donc si c'est après l'enquête, c'est pas au début, avant de l'enquête à titre conservatoire. Donc honnêtement, je pense qu'on ne peut plus rien comprendre à ce qu'il veut dire dans ce cas-là. Dans le cas des policiers de Rouen dont on t'a parlé tout à l'heure, les faits ont été découverts en décembre, l'enquête administrative lancée dans la foulée, et les policiers n'ont pas été suspendus. Aujourd'hui, ils doivent passer en conseil de discipline dans les prochaines semaines. Jusque-là, ils n'ont pas été suspendus. Alors peut-être que maintenant, parce que Christophe Castaner pense qu'ils doivent être suspendus, ils le seront le temps qui reste, mais c'est un peu ridicule, puisque voilà, c'est soit on le fait, soit on ne le fait pas. Dans le cas de l'île Saint-Denis, dont vous vous souvenez sans doute, des policiers qui ont été filmés en train de traiter un interpellé de bico, là, ça a créé une grande émotion. Il y avait une vidéo, c'était filmé, ça a été connu immédiatement du public, c'est par là que ça a commencé. Et à ce moment-là, le préfet de police de Paris a demandé la suspension immédiate des 2 policiers qu'on entendait parler sur la vidéo, ce qui a été fait. Donc on ne comprend pas très bien en fait quelle est la logique. Évidemment, pour des faits de violence aussi, des policiers peuvent être suspendus à titre conservatoire. C'est pas le cas systématiquement, ça dépend de ce que montrent les premiers éléments de l'enquête, même si par la suite ils peuvent être l'objet de sanctions et de poursuites pénales. Alors évidemment, il faut espérer qu'il n'y ait pas de violence, mais quand il y a des violences, en fait, il faut espérer qu'il y ait une vidéo, sinon il n'y aura jamais de soupçon avéré. Ou alors, vidéo, effectivement, qui permet l'identification du policier ou des aveux, et même en cas d'aveu, et ça on peut prendre le cas effectivement de l'affaire Le Guet à Nice, donc cette militante pacifiste qui se fait bousculer à la suite d'une charge de police très violente. Là, on a l'aveu du policier qui la bouscule, qui dit effectivement, c'est moi qui l'ai bousculé. On a également des gendarmes présents le jour des faits, l'un des commandants qui refuse de participer à la charge parce qu'il signale qu'elle est disproportionnée
compte tenu de la foule très calme qui était face à eux. Et malgré tous ces éléments, le commissaire en charge des opérations, M. Souchi, ou le policier qui a poussé Geneviève Leguet ne sont absolument pas suspendus. Et voire le commissaire Rabat-Souchi a reçu une médaille de la part du ministre Castagnard après les faits. Voilà, donc on en est là. En revanche, si on a suspendu un policier qui est suspecté d'avoir révélé les conflits d'intérêts dans cette enquête. C'est bien en fait de rappeler ces affaires et de les mettre en perspective par rapport à en tout cas de mettre en perspective ce que vient de dire Christophe Castaner par rapport à la gestion de ces affaires par le ministère de l'Intérieur précédemment. Donc soit il a pris conscience de quelque chose et quelque chose peut changer, soit il y a un endroit où il est insincère. Il parle également des contrôles d'identité et il dit on va rappeler le cadre des contrôles d'identité. On a l'impression qu'on ouvre une porte déjà bien grand ouverte. Est-ce que c'est suffisant? Le défenseur des droits plaide, il n'est pas le seul d'ailleurs, pour un récépissé. C'est un peu l'Arlésienne, le récépissé, ça fait des années et des années. Est-ce qu'il y a un espoir pour qu'il y ait des récépissés sous le quinquennat Macron? Je ne pense pas que ce soit là ce qui se profile, puisque quand on dit rappeler le cadre des contrôles d'identité, ça supposerait que les policiers ne le connaissent pas. À mon avis, ils connaissent très bien le cadre des contrôles d'identité. On peut leur redire une fois de plus de quelle manière ça doit se passer. Visiblement, ça ne suffit pas à ce que les contrôles d'identité soient complètement exempts de problème. Il faudrait peut-être trouver quelque chose de nouveau. Donc le récépissé, c'est l'une des manières, effectivement, et Jacques Toubon l'a rappelé encore très récemment, ça pourrait être une piste. Les caméras piétons en étaient une autre. Je n'ai pas l'impression que ça débouche pour l'instant sur quelque chose de très intéressant. Il y a peut-être d'autres manières encore à développer. En tout cas, ce n'est pas en rappelant les règles du contrôle d'identité qu'on va faire disparaître les biais dans le contrôle d'identité. On va revenir, on va parler de l'IGPN, Pascal, qui a publié son rapport annuel, donc celui de 2019. Et c'est intéressant de regarder ce que raconte ce rapport. Donc l'IGPN, c'est la police des polices, c'est l'institution qui enquête quand il y a des bavures. Et il y a un chiffre qui ne trompe pas, c'est le chiffre dans ce tableau, 868 pour les 868 saisines de violences volontaires, soit 256 de plus que l'an passé. Ça fait une augmentation de 41%. Alors l'IGPN l'analyse comme étant due à l'usage de la force ou des armes lors des manifestations des Gilets jaunes. Et surtout l'IGPN avertit, il convient de rappeler l'absence de corrélation entre une blessure consécutive à l'usage de la force et la légitimité du dit usage. Alors, pas de lien entre blessure et légitimité. Je dirais que c'est là on est dans la dénégation totale des violences policières qui se fait finalement, y compris chez ceux censés contrôler les policiers, malgré des chiffres qui démontrent que les violences ont d'ailleurs augmenté l'année dernière. Là, on est évidemment effectivement dans le déni. D'ailleurs, hier, lors de la conférence de presse, était posée la question auprès du ministre, alors, est-ce qu'on va vraiment se doter d'une instance indépendante, puisque rappelons que l'IGPN, ce sont des policiers qui contrôlent des policiers et qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Et effectivement, ce rapport montre bien les limites de transparence et d'impartialité de l'IGPN, parce que finalement, on a des chiffres, on a une augmentation évidemment des saisines, des enquêtes judiciaires qui augmentent de plus de 20% et plus de 50% concernent les violences. Mais tout ça, tous ces chiffres dont on nous abreuve, on n'a aucune précision ensuite. Quelles sont... Alors, il y a des sanctions. Les sanctions qui ne sont pas décidées mais proposées par l'IGPN. Et je rappelle à ce sujet que le défenseur des droits avait même demandé à ce que des sanctions soient prises. Ces demandes sont restées lettres mortes et il le signale dans son rapport. Donc en fait, on nous abreuve de chiffres comme si c'était finalement la caution de cette transparence, et ces chiffres n'apportent pas beaucoup de précision sur quels ont été les policiers qui ont été sanctionnés, soit pour des violences commises, soit pour des actes racistes. Et ça, on n'a pas plus de précision. En revanche, ce qui est intéressant, c'est sur les termes employés par l'IGPN. Alors, je vous ai choisi des extraits. Le rapport commence par « Dans l'imaginaire populaire, l'IGPN reste la police des polices ». Oui, nous pensions qu'elle était censée contrôler la police. Donc, finalement, il faut faire attention et ne pas s'y méprendre. Le ton est annoncé. Et ensuite, effectivement, il ne faut pas faire de corrélation entre les blessures et la légitimité de la force, mais il y a bien pire. Et c'est là où la partialité de l'IGPN est évidente, c'est elle donne plusieurs constats pour légitimer finalement l'usage de la force par la police.
ces constats, je vais vous en faire part, c'est-à-dire qu'elle explique que les forces de l'ordre ont dû riposter à des manifestants qui étaient plus virulents, grosso modo. Hein. Je vais retrouver les termes précis. C'est des ripostes plus fermes qui ont donc fait plus de blessés lors de manifestations qui ont atteint un nouveau degré. Donc là, c'est une partialité, elle prend défense, elle légitime les violences commises par les policiers. Et ensuite, elle explique effectivement que comme il y a eu plus de manifestations, il y a une récurrence des épisodes, et donc il y a un risque plus important pour l'intégrité physique. C'est-à-dire, si je lis l'IGPN, plus je vais manifester, plus je risque d'être blessée. Ça, c'est normal pour l'IGPN. Et enfin, elle ne trouve aucune corrélation entre les blessures et les armes employées. Or, là encore, le rapport du défenseur des droits, et ce n'est pas le seul, avait demandé, par exemple, à ce que ce soit interdit le recours au LBD, dont on a vu les méfaits sur les manifestants, le recours à des grenades explosives qui ont été tardivement interrompues, mais pour cause en fait de problèmes de défectuosité de ces grenades et qui ont été remplacées par d'autres tout aussi dangereuses. Et finalement, on se rend compte que même dans ce rapport, on retrouve des blessures, des policiers blessés par leurs propres armes, par des LBD. Il y en a, je crois, plus de 24 qui ont été blessés par ces armes-là ou par des grenades. Voilà. Pour autant, dans ce rapport, il n'y a pas de recul particulier et de remise en question, de questionnement autour du maintien de l'ordre et de la façon de procéder. Non, il n'y a aucune remise en question sur le maintien de l'ordre. Qui pose évidemment problème parce que, comme le disait Camille, exactement de la même façon pour les actes racistes, il faut bien s'imaginer que le maintien de l'ordre, ce n'est pas seulement les policiers qui sont sur le terrain qui commettent ces violences, c'est tous ceux qui les commandent, qui pensent le maintien de l'ordre. Et on l'a vu, il y a une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre beaucoup plus agressive qui a été mise en place. Et d'ailleurs, là encore, le rapport qui est paru hier, le défenseur des droits signale qu'il y a des pratiques illégales qui sont mises en place par la hiérarchie. Il signale bien, il y a une responsabilité évidemment qui est celle des autorités, qui est celle du ministère de l'Intérieur qui décide du type de maintien de l'ordre ou de la préfecture, comme on a pu le voir avec la préfecture de police de Paris et des ordres qui étaient absolument jugés illégaux, là encore, et notamment par des gendarmes. Et ce que tu avais documenté. Et tout ça n'est pas remis en question par les GPN, et on est là encore dans un déni. Alors, ceux qui ne sont pas dans le déni et qui, eux, remettent en cause les méthodes de la police, ce sont les militants de divers comités, les citoyens, notamment autour du comité Adama. Camille, tu étais toi à une autre conférence de presse, c'était ce matin, celle du comité Adama qui appelle à manifester samedi contre les violences policières. On imagine donc que les annonces de Christophe Castaner ne les ont pas beaucoup convaincus. Non, ça ne les a pas convaincus du tout. Surtout, je dirais, cette annonce sur la fin de la clé d'étranglement, qui pour eux arrive très tardivement, puisque ça fait des années que des militants contre les violences policières, qu'ils soient directement concernés ou pas d'ailleurs, qu'ils aient perdu un proche ou pas, en fait, par une clé d'étranglement, demandent à ce que le plaquage ventral dans son ensemble soit une technique interdite, comme c'est le cas dans d'autres pays. Donc ils ne sont évidemment pas convaincus. Ils ne sont pas non plus convaincus par la tentative de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, de les rencontrer. Ils ont refusé de rencontrer Nicole Belloubet en rappelant que la séparation des pouvoirs ne lui permettait pas d'intervenir dans une affaire individuelle et qu'en réalité, il n'avait rien à faire chez une ministre de la Justice. Donc la manifestation qui était prévue samedi à l'initiative de ce comité reste d'actualité et ils appellent à une manifestation nationale samedi après-midi. Et alors, comment elle se prépare cette mobilisation ? Elle se prépare par un appel public principalement et par différents collectifs dans différentes villes qui sont souvent des collectifs formés autour d'un cas précis d'une personne qui est morte lors d'une intervention de police et qui chacun dans leur ville soit envisage un déplacement à Paris pour participer à la manifestation parisienne, soit envisage des rassemblements locaux samedi après-midi également. Castaner a dit qu'il ne sanctionnerait pas les manifestants. Est-ce que le rapport de force entre les autorités, le ministère de l'Intérieur et notamment donc le comité Adama est en train de changer ?
En tout cas, le ministre de l'Intérieur a changé un petit peu de façon de communiquer. On en a déjà parlé avec Pascal de ce qu'il a annoncé hier, de la façon dont il présente les choses. Il présente ça comme une volonté d'apaisement, même si on pourrait dire que ça ne marche pas vraiment très bien. Je pense que de dire ça aujourd'hui, de dire que les manifestants ne seraient pas verbalisés, ce qui a pu être le cas dans des rassemblements passés en raison de l'état d'urgence sanitaire, c'est une façon d'apaiser les choses. C'est aussi une façon indirecte de désavouer le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui lui a interdit la manifestation qui se tenait devant le palais de justice le 2 juin et le 4 juin, début juin, et a également décidé de faire un article 40, c'est-à-dire de signaler à la justice l'organisation de cette manifestation malgré l'interdiction, ce qui là ne dénotait pas vraiment d'une volonté d'apaiser les choses, mais plutôt de poursuivre les responsables. Effectivement, il y a vraiment des priorités particulières, le préfet de police Didier Lallemand. Merci à toutes les deux, Camille Polony, Pascal Pascariello, toutes les deux journalistes à la rédaction de Mediapart. Et on continue cette discussion avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise. Quel est le discours de la gauche sur le sujet? Il va nous donner sa réponse. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Vous avez écouté Christophe Castaner hier, je n'en doute pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a pas d'institution raciste ou de violence ciblée? Pas d'institution raciste en tant que telle, oui, parce qu'il n'y a pas de consignes qui sont racistes explicitement, il n'y a pas d'organisation raciste de la police ou d'autres institutions, sauf qu'à la fin, quand on regarde le processus, on voit bien qu'il y a des comportements racistes et qui sont même validés par l'institution, en tout cas qui sont couverts, pas validés, mais en tout cas qui sont couverts et qui ne sont pas poursuivis comme ils devraient l'être normalement. Donc ça, c'est une réalité. Et même si on ne veut pas rentrer dans le débat, y a-t-il un racisme d'État, etc., on peut tous tomber d'accord pour dire qu'il y a des comportements racistes de policières et de policiers dans ce pays, des comportements violents disproportionnés qui n'ont rien à voir avec la loi, qui n'ont rien à voir avec le droit, qui n'ont rien à voir avec une police républicaine et dont il faut combattre tous ces comportements et tous ces actes. Ça, Christophe Castaner et d'autres le disent, qu'il y a des policiers racistes, s'il y a des comportements, ils seront punis. C'est nouveau quand même. Oui, c'est nouveau, mais ils commencent à le dire. La question, si on ne veut pas rentrer dans le débat du racisme d'État, justement, on en est là. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des comportements racistes couverts de telle manière qu'une forme de racisme systémique dans la police est rendue possible? Ça, vous le diriez ou pas? Oui, il y a une forme de racisme systémique dans la police qui est rendue possible par l'inaction des actions de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle direct de la hiérarchie. Je prends un exemple tout simple. Le reportage que vous avez fait avec un partenariat avec Arte sur ce policier de Rouen qui a dénoncé ses collègues, il faut bien se rendre compte que d'abord, il dénonce ses collègues à sa hiérarchie. Il ne dénonce pas ses collègues à Arte et à Mediapart. Et c'est parce qu'il ne se passe rien qu'on en vient à avoir des articles de presse derrière. Et une fois qu'il y a eu des articles de presse, des sanctions sont prises contre les policiers en question. Mais dans l'intervalle, rien du tout. Et s'il fallait comparer avec d'autres éléments de mise en cause de policiers, prenons une autre affaire sur laquelle vous avez enquêté, qui est l'affaire Geneviève Leguet. On a vu en cette matière qu'une enquête a été faite à l'intérieur de la police pour trouver quel était le policier qui avait fourni des informations à la presse. Là, on y a mis des moyens, on a été vite et on a suspendu le policier. Alors, celui qui est soupçonné d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est le bon. Donc, on voit bien que quand il s'agit de défendre l'institution et la police en elle-même, les enquêtes peuvent aller très vite dans un sens ou très lentement, voire ne pas avancer du tout dans l'autre. On en avait déjà eu des tas d'exemples, je vous ai pris ces deux-là, mais il y a l'affaire Steve, qui est aussi très évocatrice de dysfonctionnement au sein de la police, des contrôles internes, des contrôles externes, même de la justice en soi, qui a repris un peu la main, mais sans doute peut-être trop tardivement en la matière. Oui, donc, des affaires, il y en a plusieurs. En début d'année, il y avait l'affaire Cédric Chouviat, d'ailleurs. Cédric Chouviat. Justement, je voulais venir, qui est mort très, très probablement, l'enquête est encore en cours, mais d'un plaquage ventral. Ce plaquage ventral, il n'a pas fait partie des techniques d'immobilisation remises en cause par Christophe Castaner. Il a simplement annoncé la fin de la prise par le cou, dite la technique de l'étranglement. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est déjà bien? C'est pas suffisant?
C'est déjà bien parce que ça évitera sans doute qu'il y ait d'autres victimes d'interpellations qui peuvent dégénérer. Mais clairement, nous nous sommes opposés au plaquage ventral et au pliage ventral. On en a fait une proposition de loi qui a été défendue dans notre dernière niche parlementaire par François Ruffin. Elle avait été déposée à l'époque par ma collègue Danielle Obono. Parce que ce sont des techniques qui peuvent tuer. Je veux dire, même un policier qui ne le fait pas dans l'intention de tuer, ça peut conduire à ça. Donc, il y a d'autres techniques, d'autres moyens d'interpeller les gens, d'autres moyens de les intercepter, sans pour autant en venir à ce genre de technique. Et pas forcément avec le taser. Hein. Moi, je Ouais, pousse mais pas lesquels, pour du qu'on coup, substitue ça. qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme technique d'interpellation? Et d'autres Efficace. clés, d'autres clés de corps, de bras ou autres qui peuvent permettre de maintenir. Il y a des techniques qui ne sont pas des techniques, comment je dirais dire, d'interpellation au sens physique du terme, mais de gestion des individus violents pour des techniques de désescalade qui sont très peu enseignées en réalité, de gestion des conflits, etc. Ça se fait dans un certain domaine de la psychiatrie, par exemple. Ça se fait. Moi, j'ai visité un hôpital à Lille qui ne fait pas de contention physique, qui gère les personnes, y compris quand elles font des crises, différemment. Donc, on sait faire. Il y a des pays où c'est interdit le pliage et le plaquage ventral. Pourtant, il y a toujours des policiers, il y a toujours des interpellations. Donc, c'est pas ça la difficulté. C'est absolument pas ça. Par contre, ça demande davantage de formation. Oui, c'est des techniques qui demandent davantage de formation. Et on en revient à cette question fondamentale, qui est la formation initiale et continue. Et là, j'en veux à Christophe Castaner et aussi à Gérard Collomb, parce que dès le début de la mandature, parce que c'était dans le programme de l'avenir en commun, parce que c'était dans le livret sécurité de la France Insoumise que j'ai supervisé, nous avions demandé la réouverture d'écoles de police. Sans même rentrer dans le contenu, on avait juste demandé la réouverture d'écoles de police, parce que Sarkozy avait fermé des écoles de police, il n'y en a plus que 10 dans ce pays. Et ils ont réduit la durée de formation de 1 an à 9 mois depuis 2015. D'accord ? Depuis 2015, après les attentats. Pour recruter, pour faire plus de promos en 3 ans, en gros, faire plus de promos pour recruter plus vite. Comme on a voulu recruter plus vite et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'appétence pour entrer dans la police, il faut le dire, on a pris à une moyenne plus basse au résultat au concours. Il y a des sessions, on est descendu jusqu'à 6 de moyenne au concours de gardien de la paix. Donc, moins des notes plus basses, moins de temps de formation. Il ne faut pas s'étonner que derrière, les policiers ne soient pas armés intellectuellement pour faire face à des situations parfois très violentes et parfois compliquées à gérer. Alors, autre point de crispation entre la population et la police sont les contrôles d'identité. Et là-dessus, rien de nouveau. Christophe Castaner n'annonce pas grand-chose. Hein. Il rappelle qu'il faut rappeler le cadre des contrôles d'identité, comment ça doit se passer. Pas de récépissé, toujours pas. Ouais, toujours pas. Alors que pareil, là, c'était une proposition de loi que nous avions faite donc dans la niche précédente de la France Insoumise. Vous n'étiez pas beaucoup, hein. Non, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, nous, on ne se fait pas trop d'illusions sur le fait d'être écouté et entendu par ce gouvernement dans l'hémicycle, et on l'a toujours dit. Ce qui permet qu'on soit entendu et écouté, c'est quand il y a une mobilisation populaire sur le sujet. Voilà. Nous, tout seuls dans l'hémicycle, on porte la parole de ceux qui se battent, de ceux qui luttent, de ceux qui veulent faire avancer les choses, mais elle n'avance quand le rapport de force est favorable, et le rapport de force est favorable quand il y a une mobilisation populaire. Donc clairement, ce contrôle d'identité, il faut effectivement qu'on puisse aboutir à un récépissé. Je suis même pas sûr que ce serait de nature à régler la problématique, mais on pourrait davantage l'objectiver et on pourrait faire en sorte que le policier, à chaque fois qu'il fait un contrôle, soit obligé de se poser la question. Est-ce que je le fais pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons ? La question qui se pose, c'est que là, on se rend compte qu'avec une mobilisation de quelques manifestations à la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis, Christophe Castaner finalement doit sortir de son silence. Emmanuel Macron annonce qu'il a besoin de propositions. Bon, ça peut avoir l'air d'être de la communication et c'en est certainement. En tout cas, ça les fait bouger. Et ce qui fait bouger le pouvoir, c'est davantage les mobilisations citoyennes que finalement l'opposition que vous représentez en partie. Est-ce que la gauche, quel rôle la gauche peut jouer dans cette question des violences policières et plus généralement sur la question de la relation entre la police et les citoyens ? Parce qu'on voit que votre levier, votre rapport de force à vous est presque plus faible que celui des citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas un coche que vous avez raté et où vous n'êtes pas finalement au centre de ces mobilisations-là ?
Non, mais c'est ce que je veux dire. En fait, c'est normal. Le fait majoritaire s'applique à l'Assemblée nationale. Et en toute matière, nous sommes minoritaires et j'ai même envie de dire que même quand on est majoritaire, ils préfèrent plutôt que de voter nos lois, et c'est pas propre à notre groupe, hein, ils l'ont fait avec les Républicains, ils l'ont fait avec d'autres, reprendre à leur compte la loi, la déposer sous leur nom, La République En Marche, et la faire voter de la sorte. Mais moi, je mets pas... je me dis pas, ah zut, nous, dans l'hémicycle, on est tout seul, on n'arrive à rien, et du coup, la mobilisation, elle a réussi elle a obtenir quelque chose, puisque nous sommes dans ces mobilisations. Moi, j'ai fait toutes les manifestations à Lille, parce que c'est là où je suis élu, de lutte contre les violences policières pendant la mobilisation des Gilets jaunes. J'ai fait les mobilisations en soutien de la famille des deux mamans de Selom et Mathis, qui sont deux jeunes qui sont morts suite à une course-poursuite avec la police, qui ont été happés par un train, parce qu'en s'échappant, ils se sont rapprochés d'un train qui était en circulation, et qui demandent justice et vérité. Donc je me sens partie intégrante de ça. Je suis juste content qu'enfin ça ait pu émerger et arriver. Disons que nous, on assure dans les périodes de creux, quand il n'y a pas la mobilisation, on assure une présence permanente sur des thématiques qui sinon s'évaporeraient. C'est le cas depuis les Gilets jaunes. C'est le cas depuis les Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes ont permis à une partie de la population et aux médias de se rendre compte qu'il y avait des armes non létales qui faisaient énormément de dégâts, jusqu'à des mutilations. Oui. Mais il y a toute une partie de la population, on en parlait déjà hier dans cette émission, qui connaissait l'existence de ces armes non létales. Ce sont les populations des quartiers populaires qui se sont déjà mutilées. Et là, on a l'impression que c'est assez récent pour la France Insoumise, et en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, de se préoccuper des violences policières, mais je ne crois pas me souvenir d'une mobilisation telle avant les Gilets jaunes. Et pourtant, ça existait déjà. Si, parce que en fait, y compris, du coup, on nous voyait moins avant qu'on soit élu député et parlementaire. Et pour le coup, déjà depuis 2012, nous étions en relation avec tous les groupes qui demandaient, parce on parle souvent d'Adama Traoré, mais il y en a plein, des associations qui demandent justice et vérité pour des affaires. On parlait de Cédric Chouviat tout à l'heure, mais même des plus anciennes, des bien plus anciennes. Et par exemple, ma collègue Daniel Obono, avant d'être parlementaire, était partie prenante de toutes ces mobilisations localement. Donc, on n'est pas arrivé là de manière extérieure en disant coucou, c'est nous, maintenant qu'on est élus, on vient regarder ce qui se passe sur les violences policières. Non, ce qui est vrai, c'est qu'avec les Gilets jaunes, ça a mis sur le devant de la scène médiatique, là où avant, toutes ces petites affaires-là, c'est des affaires de petits quartiers populaires, à la limite de presse d'investigation, mais c'est pas bon pour le BFM TV, c'est pas bon pour le 20h de TF1, et encore moins pour le JT de France 2. Là, on voit que on est arrivé à un point de non-retour sur les questions de racisme, de discrimination et de violence policière, qui font qu'aujourd'hui, y compris la sphère médiatique, s'empare de ce sujet. Et c'est tant mieux. On aimerait que ça soit fait plus tôt, plus vite, parce que peut-être que si on avait interdit le pliage et le plaquage ventral avant l'interpellation de Cédric Chouviat, peut-être serait-il encore vivant aujourd'hui. On se le dit, effectivement. Mais on fait avec les rapports de force qui sont là dans la société, et on essaye d'y participer le mieux possible et le plus activement possible. Est-ce que vous manifesterez samedi ? Alors, samedi, il faut que je vois avec mon agenda comment ça va marcher, mais je vais passer à la manifestation, parce que j'ai aussi d'autres trucs de prévus, et si j'y serai, ce sera à Lille et pas à Paris. D'accord. Okay. Et à la France Insoumise, J'y étais à la dernière, en fait, j'y étais à l'avant-dernière, pas samedi dernier, mais la précédente. J'ai eu la chance de regoûter le gaz lacrymogène qui ne m'avait absolument pas manqué, parce que la gestion du maintien de l'ordre, qui fait partie du débat, est toujours aussi calamiteuse. Voilà, je le dis très clairement, à Lille, ça a été n'importe quoi. C'était calme, en plus, ce sont des gens qu'on ne voit pas d'habitude en manifestation. Et d'ailleurs, ça s'est vu, puisque au moins de départ de gaz lacrymogène, ça partait en mouvement de panique, en courant dans tous les sens, ce qui n'est pas le cas quand les gens sont plus habitués à la mobilisation, parce qu'on a fini malheureusement par s'habituer au gaz lacrymogène. Bon, donc c'est tout ça qui doit continuer d'être en débat, et j'espère que la hiérarchie policière et que Christophe Castaner ont bien compris qu'il n'était pas dans l'intérêt du pays, dans leur intérêt eux-mêmes, que ces manifestations débordent et dérapent, et qu'il fallait tout faire pour qu'elles se passent bien. Merci Hugo Bernalicis, vous êtes député de la France Insoumise, député du Nord. À bientôt. À bientôt. On part en Inde. Bonjour Combastin. Bonjour Valentine. Tu
Tu es le correspondant de Mediapart en Inde, tu es basé à Bangalore et tu signes cette enquête sur une application contre le Covid-19, un peu comme en France, application qui a été lancée et qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Exactement, elle s'appelle Arogya Setu, donc c'est un pont vers la santé en Indie, et elle est entrée dans l'histoire en détrônant Pokémon Go comme l'appli la plus téléchargée en 2 semaines lorsqu'elle a été lancée le 2 avril. Aujourd'hui, elle aurait été téléchargée plus de 110 millions de fois, ça veut dire que presque un Indien sur 10 en est théoriquement équipé, et ça en fait la plus grande appli de traçage du monde. Alors, il faut savoir qu'ici, il n'y a pas d'équivalent de la CNIL, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, mais il y a plusieurs ONG de défense des internautes qui voient en Arogya Setu un outil de surveillance de masse dangereux. Le gouvernement, lui, s'en félicite. Arogya Setu est promu à travers le pays à grand renfort de spots publicitaires comme celui-ci. And help our country in the effort to fight COVID-19. Arogya Setu tracks through a Bluetooth and location-generated social graph your interaction with someone who could have tested COVID-19 positive. Simply install the app, switch on Bluetooth and location, set location sharing to always. Invite your friends and family to install the app too. You will be alerted if someone you have come in close proximity of, even unknowingly, tests COVID-19 positive. Dans l'idée, ça a l'air plutôt pas mal. Qu'est-ce qui pose problème donc avec cette application? Alors, pour résumer, 3 grands reproches lui sont adressés. D'abord, cette appli, elle collecte trop de données sur les utilisateurs, notamment parce que, comme on l'a vu dans le spot TV, elle s'appuie non seulement sur le Bluetooth, comme en France Stop Covid, mais aussi sur les données GPS des utilisateurs qu'elle enregistre en permanence. Autrement dit, le gouvernement ne sait pas seulement si vous avez croisé une personne à risque, mais aussi qui et où. Deuxièmement, le téléchargement de cette appli, il a été rendu obligatoire pour les employés du secteur public et privé. Et comme il n'existe pas de cadre légal sur l'utilisation des données, ça a été jugé anticonstitutionnel par la Haute Cour du Kerala. Et puis, on ne sait pas vraiment ce qui est fait de toutes ces données. Elles convergent vers un serveur central. Le directeur de MyGov, qui est le département de gouvernance numérique de l'État indien, m'a expliqué que des algorithmes sophistiqués étaient utilisés pour contrôler la pandémie, qu'un centre d'intelligence artificielle de la ville de Pune travaillait dessus, mais impossible de savoir comment. Donc, il y a de quoi avoir un peu peur lorsqu'on sait que des États indiens envisagent déjà d'employer des drones pour surveiller les foyers infectieux. Et est-ce que le gouvernement est sensible à ces critiques? En partie, faut le reconnaître, notamment depuis que le hacker français Baptiste Robert, alias Elliot Anderson, a mis à jour des failles de sécurité dans l'appli. Il a identifié des personnes à risque au sein du cabinet du Premier ministre Narendra Modi. Donc, depuis le 18 mai, le téléchargement n'est plus obligatoire, mais seulement conseillé. Et puis, le 27 mai, le code source de l'application a été rendu public. Il y a même des récompenses financières pour ceux qui trouveraient des failles. C'est ce qu'on appelle un bug bounty dans le jargon hacker. Alors, est-ce que ces concessions ont rassuré les ONG? Pas vraiment, parce qu'en soi, le code source de l'application, il n'est pas très utile. La vraie question, c'est comment les données sont exploitées, quels organes gouvernementaux, quelles entreprises y ont accès. Et toutes ces réponses, elles se trouvent dans la boîte noire du serveur qu'on ne connaît pas du tout. Et d'autre part, l'application, elle n'est plus obligatoire théoriquement, mais elle le reste sur le terrain. On la demande par exemple dans certains bureaux, dans les hôpitaux, dans les trains, dans les centres commerciaux, ainsi qu'au métro de Bangalore où j'habite, la capitale technologique du pays. Je te propose de voir comment ça se passe à l'aéroport de Bombay justement. So after reaching the airport, we gotta walk to the thermal screening station where the staff will check our status on the Arogya Setu app and also they'll check our temperature. Et justement, la Haute Cour du Karnataka vient de déclarer que toutes ces obligations, elles étaient discriminatoires pour les Indiens qui n'avaient pas de smartphone. Et donc justement, combien d'Indiens ont un smartphone? Seulement 30% de la population. Donc ça pose une vraie question. Est-ce que cette appli est vraiment efficace? Parce que pour fonctionner, les applications de traçage ont besoin d'une proportion d'utilisateurs non seulement importante, mais aussi représentative de la population. En Inde, ça ne peut pas être le cas. Donc finalement, on habitue les citoyens à lâcher du lest, à trouver normal que le gouvernement ait accès à leur localisation GPS en permanence pour une utilité qui reste à démontrer. Et ça, c'est inquiétant pour le monde de l'après-Covid. Merci Combe Bastin, tu nous appelais de Bangalore. Bonne nuit et à bientôt.
À bientôt, Valentine. C'est un chanteur hyper polyvalent. Il a été choriste pour U2 et pendant le confinement, il a fait une tournée digitale sur les pages des grandes salles françaises comme la Laiterie de Strasbourg ou l'Aéronef de Lille. Et pour À l'air libre, voici une version live sur un rooftop de son tube Should Have Been a DJ. C'est le chanteur Mehdi. Left my mommy and daddy for London City. Got a good deal out the pick of my teeth. Had to grow up just a little too quick. So I made my way back to France. Took another chance, yeah. Took another chance. I took another chance. Settled down for a while with a love of mine. 'Cause without her I found I would hit the ground. I've got a good deal that made it through the scene. Oh, but I won't stop rocking till I got you rolling. Till I got you rolling. Yeah. Should have been a DJ, 'cause I feel the beat. Wanted more than just to get paid. Needed to hit my feet. Running, we can stop. All I needed was a fistful of dimes to take us to the top, to the top. To the top. So I'm told last night you saved my life. From a broken heart and broke, here I am. Here I am. Sweating in that boot, I'm coming after you. Coming after you, girl. 'Cause I ain't got no gold, but I'm a savior too. I'm a savior too. I should have been a DJ, 'cause I feel the beat. I wanted more than just to get paid. Needed to hit my feet. Running, we can stop. All I needed was a fistful of dimes to take us to the top, to the top. To the should have been a DJ, 'cause you feel the beat, yeah. You wanted more than just to get laid. Needed to hit your feet. Running, you can stop. All I needed was a fistful of dimes to take us to the top. Oh. Tandis que les mobilisations contre les violences policières se poursuivent aux États-Unis, le président américain Donald Trump appelle à la répression militaire contre les manifestants et des miliciens d'extrême droite surveillent les manifestants ou même s'attaquent au cortège. L'extrême droite américaine est-elle en train de se remobiliser ? Pourquoi Donald Trump a-t-il désigné les groupes antifascistes comme responsables des mobilisations contre toute évidence ? Cette mobilisation contre les violences policières va-t-elle profiter à Donald Trump ?
au moment de l'élection présidentielle du 3 novembre. Toutes ces questions, je les ai posées à Marc Bray. Il est historien à l'université Rutgers dans le New Jersey aux États-Unis. Il a publié récemment une enquête sur les groupes antifascistes aux États-Unis, l'antifascisme, son passé, son présent et son avenir, publié en France par Lux Éditions. Je l'ai contacté il y a quelques jours. Nous avons échangé. Notre entretien du jour, c'est maintenant dans L'air libre. Marc Bray, bonjour. Merci d'être avec nous. Ma première question est toute simple. Êtes-vous surpris par l'ampleur du mouvement actuel aux États-Unis contre les violences policières? Yes, well, I mean, on the one hand, I'm not completely surprised because we've seen massive protest movements against the police murder of Black people for many generations, but recently, since 2014, with the development of Black Lives Matter, protests against the police murders of Michael Brown, Eric Gardner, and many other African Americans. But it is surprising that it's this big and that it happened in the middle of the COVID pandemic, right? At first, I was concerned that there wouldn't be that much outrage because people didn't want to leave their houses. But instead, it seems that perhaps in some way, people being kept at home for so many months furthered a kind of outrage and frustration that on top of everything, on top of the pandemic, on top of the problems with the economy, police killings, people had had enough. So I am surprised about the timing, and but if you think about it, maybe it's the culmination of these long-standing dynamics. Marc Bray, est-ce que vous pensez que ce mouvement est aussi éventuellement une réponse à la présidence de Donald Trump? It never comes out of nowhere. So although obviously the police killing of George Floyd was the spark, and the way that much of the mainstream media talks about it is isolated individuals feeling outrage and marching, there's always organizing behind the scenes. There are countless community organizations in cities and towns across the country that have not only been mobilizing against police brutality, but have started to put forward more ambitious demands about defunding the police or even abolishing the police. So it's a confluence of all these factors that erupted in response to the horrific video of George Floyd being killed, because of course the visual aspect makes it bigger than simply reading about what happened. And you're right that the context with President Trump is relevant, that for a lot of people this has become a kind of proxy for protesting against Trump, who has only fanned the flames, has only made things worse, and in my opinion has throughout his presidency really shown a lot of sympathy for white supremacist politics and an unwillingness to actually engage with the underlying social, economic, and racial problems that this country has. Alors justement, dans ce livre, Marc Bray, qui est paru en France, aux éditions Lux, l'antifascisme, son passé, son présent, son avenir, vous racontez justement la genèse de ce mouvement antifasciste aux États-Unis et ailleurs. Dans quelle mesure, pouvez-vous expliquer à un auditeur français dans quelle mesure Donald Trump a véritablement lâché la bride des suprémacistes blancs depuis son élection aux États-Unis? Right. So, although the history of white supremacy in the US is very old and the history of resistance to it is old, we can see that starting around 2015 with Donald Trump's presidential campaign, followed by his victory and his inauguration, that he emboldened what came to be called the alt-right, this sort of rebranding of white supremacist politics, which attempted to mainstream itself in American society. So you have more and more explicitly fascist white supremacist and far-right organizing supported by Trump. And in response to that, a lot of radicals and leftists who maybe otherwise spent their time organizing in unions or environmental campaigns shifted their focus towards organizing Antifa groups or similar kinds of campaigns using different language to confront the far right. So in my research, a lot of the groups I interviewed started during these years with a specific goal of preventing this politics from becoming mainstream. And this culminated in Charlottesville in 2017, when there was a big clash between fascists and anti-fascists. And one of the fascists killed an anti-fascist named Heather Heyer with his car. And Donald Trump said there are good people on both sides. So his loyalties throughout have been very evident. Êtes-vous surpris par le fait que Donald Trump a manifesté son intention d'inscrire le mouvement Antifa, qu'il dénonce comme une sorte d'organisation qui aurait sa propre structure, comme une organisation terroriste?
I was surprised because Antifa is not a specific organization. It's not terrorist. It's a kind of politics. And the people who are part of Antifa groups in the U.S., certainly some of them have been marching, but they're not behind what's going on at all. So I was surprised because it's ludicrous. But if Donald Trump were to pick some sort of boogeyman, it's not shocking it would be Antifa, because over the past years, he has tweeted for them to be called a terrorist organization on several occasions. And they fit the kind of criteria that he wants, right? They're unknown. They conceal their identities. They sometimes dress in black and break things. They're perceived by society as being predominantly white. Since people don't know exactly who they are or where they're from, it's easy to paint them as outside agitators. So it checks all the boxes of what he's looking for as a scapegoat to ignore the central issues around the protests against the murder of George Floyd. Est-ce que vous pensez que ce qu'il est en train de faire, en stigmatisant le mouvement Antifa, en le visant directement, est en train de marcher, ou que c'est juste une technique finalement pour détourner l'attention? Well, we can see that the media and public interest in, was Antifa behind the property destruction lasted a couple of days. And an FBI report that was leaked to the press showed that they found no evidence that that was the case. And then after a couple of days, the media has moved on. It's no longer a story. And to me, that suggests that they weren't behind it, that no one believes it, right? Because if, in fact, Antifa had exclusively burnt down all of these police stations, police cars, malls, government buildings in every city across the town, that would still be a news story, right? And so the fact that no one's really talking about it anymore except for Trump supporters shows it had a limited effect. That having been said, though, we'll see when the election comes around how much it influences, because most Trump supporters believe it. And Trump's campaign, I think, still believes it's useful, because if you look at his website for re-election 2020, it says, stand with President Trump against Antifa. That's his election banner, right? But the thing is that I think for a lot of right-wingers, Antifa is not just Antifa. Antifa is a catch-all phrase to talk about all of the radical leftists, anyone who would commit property destruction, anyone who, quote-unquote, hates America. It might as well be Antifa. So in a certain sense, for him and his supporters, it's not even a game of literal politics. It's a kind of broad signifier of the true America against the outsiders. On a vu ces derniers temps beaucoup de milices apparaître, ou de gens qui faisaient des manifestations clairement d'extrême droite, soutenant le président Trump pendant la pandémie, le poussant à réouvrir le pays. Est-ce que ces images ont beaucoup marqué en France? Est-ce que vous diriez que c'est des phénomènes, des épiphénomènes, très médiatiques évidemment parce que très surprenants, ou qu'au contraire, il faudra compter avec cette résurgence d'une force d'extrême droite importante aux États-Unis dans le contexte de l'élection présidentielle? Well, you're right that the far right had a strong presence in these anti-lockdown protests. They claimed that the Democrats were exaggerating the threat and that this was an infringement upon their civil liberties. So it was a major news story, even though actually at the time, for me, the major news story was that there were a lot of strikes going on, that a lot of workers in economic turmoil who were being forced back into unsafe working conditions were on strike. That was largely ignored by the media. But with these Black Lives Matter protests, the anti-lockdown protests disappeared, which is a little ironic because presumably they'd be in support of people coming out onto the streets to express their rights, but they weren't, which shows the politics there. But also around the same time, many governors around the country started to gradually reopen the economy. So the kind of grievance started to dissipate in many places right when their interest in going out into the streets declined. Right now, I think the main kind of concern is retaliation against Black Lives Matter protests. We've seen a lot of isolated incidents around the country of people driving their cars into protesters or showing up with chainsaws, bows and arrows, rifles. So I am really concerned that there could be some sort of attack on protesters randomly by some far-right individual. But beyond that, though, I think that we can see that it's indicative of a potential mobilizing capacity of the far right if Donald Trump should lose. I think you'll see a lot of protests. But that having been said, it's clear the ability of the far right to generate a protest movement is nowhere near the left, right? The scales aren't even comparable. So I'm not sure in the very long run how much this will matter. The big picture question for me is, if Trump loses, will Trumpism survive beyond Trump? And it's too early to know that.
On a vu beaucoup de commentaires ces derniers temps, justement, dire que il y aurait beaucoup de, et vous l'avez dit là, qu'il y avait beaucoup éventuellement de protestations de l'extrême droite si Donald Trump venait à perdre l'élection, qui pourrait contester l'élection, voire même ne pas quitter la Maison Blanche. Dans quelle mesure vous croyez cela possible? Well, if he were to lose, I think that there's a lot of supporters of Trump who wouldn't believe that he lost, right? And so they would certainly protest. They would certainly try to resist in their own way. I doubt that movement would be very large because, again, I'm a little skeptical of the mobilizing capacity beyond electoral politics for the right. But my concern would be that maybe small groups might take out their frustration on communities of color or LGBTQ centers or immigrants or what have you. Whether Trump would leave willingly, I could very easily see him trying to have a recount or questioning the results, but I don't think that he has the power to really stave off a loss, especially considering even in 2016, he lost the popular vote. So if he were to lose the popular vote and the electoral college, he might try to wiggle a little bit, but I don't really see it being some sort of monumental crisis so much as him just whining a lot on the way out. Vous avez vous-même été victime de campagnes ciblées en tant que professeur dans votre université de personnalités d'extrême droite. Donc malgré tout, il y a quand même une capacité d'organisation de cette extrême droite américaine, y compris en particulier, j'imagine, dans des moments aussi tendus que celui-ci. Donc est-ce qu'il ne faut pas ne pas trop minimiser justement la capacité d'organisation de l'extrême droite? Yeah, my comments on the far-right mobilization were more about their ability to sort of organize from the bottom up, because even the Tea Party, which presented itself as a grassroots movement, had a lot of top-down funding, and its focus was legislation and elections, right? So they are good. The right is in the U.S. is good at organizing around elections and legislation and media and figureheads. Sure, the Tea Party did have demonstrations, but the idea of sort of organizing a bottom-up grassroots movement to really challenge an incoming Biden administration in any kind of serious way is something that I'm not sure that they have the capacity to do in a meaningful sense, in the way that conceivably, if the left felt like Trump had lost the election, but somehow, let's say, mobilize the military to try to hold on to power, which I really don't think would work. The left capacity to mobilize and actively take direct action, civil disobedience to really shut down the gears of Washington to stop that would really be like much larger than what the right could do. So my comment was not that they can't organize, but it's just they're more of a top-down kind of mechanism. Juste peut-être dernière question, de façon générale, est-ce que vous êtes plutôt optimiste de l'ampleur du mouvement actuel et peut-être éventuellement de ce que ça peut apporter comme changement dans la politique américaine à court terme avec l'élection et peut-être après, ou est-ce que vous êtes encore un peu méfiant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui? I think this is a real moment of inspiration and optimism. I think this is a turning point especially for a young generation who is starting to think more critically about the entrenched wisdom of how things just have to be. We're starting to talk about defunding the police or abolishing the police, imagining a different kind of world where we treat each other differently, where our priorities are different, where we actually put our foot down and say enough to the police killing of Black people. Those kinds of perspectives were far more marginal in past years. They've come to the center, they've come to the fore, they have to be addressed. Now, in terms of the presidential election, Joe Biden doesn't really inspire much enthusiasm beyond the political center, right? So he'll win or he'll lose, but I think that what's optimistic about this is sort of the larger politics that will transcend the electoral result in 2020 and move forward, because built into that kind of more critical analysis is the notion that whoever we elect, that won't be sufficient, that it has to be multifaceted, it has to happen everywhere, it has to sort of happen from the bottom up. And neither political party have the political will to really challenge the way that things are. So I think that it's more about a question of the bigger picture. Okay, thank you very much, Mark Bray. Yes. Okay. Merci beaucoup, Mark Bray. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Thank you. Voilà, l'air libre, c'est fini. Merci Valentine. À jeudi. À jeudi.
Demain, vous serez avec nos camarades Fabien Escalona et Rachida El Azouzi. Notre adresse pour nous écrire alors à l'airlibre@mediapart.fr. N'oubliez pas de vous abonner. Vous le savez, le site ne vous informe que grâce aux abonnements. Bonne soirée.